y a une expression qui traîne dans tous les articles de presse et qui me fait bondir, alors je vous le dis tout de suite, c'est « j'ai mis une intelligence artificielle ou augmentée, si on veut aussi, dans mon système ». Alors j'ai envie de répondre, ah oui, vous l'avez acheté dans quel supermarché? On en trouve, ça s'achète. Je préfère beaucoup, j'ai utilisé des techniques d'intelligence artificielle dans mon système, ça cadrera peut-être un petit peu mieux les choses. Après, ça fait quand même longtemps qu'on en parle. Alors quand j'ai préparé cet exposé, j'ai fait un peu de Google comme tout le monde, et j'ai trouvé le rapport miracle, l'intelligence artificielle et ses applications à la formation professionnelle. Donc je suis allée voir le rapport miracle. Et le rapport miracle, eh bien, il date, alors que je ne dise pas de bêtises, quelle année 1987. Donc ça ne nous rajeunit pas. Certains d'entre vous étaient très jeunes à cette époque-là. Et c'est qui le CDFOP? C'est une officine de l'Union européenne qui s'occupe de formation professionnelle. Donc déjà à ce moment-là, c'était une période de bulle où on se disait « Ah, ça y est, on a trouvé l'outil miraculeux et on va faire des choses ». Ça a été plus compliqué que ça. Ceci étant, de mon point de vue de champ scientifique, il y a effectivement un champ scientifique qui s'est constitué, qui a un nom très clair, Artificial Intelligence in Education, s'est constitué à la fin des années 70 et qui existe toujours, qui a des publications, qui a des congrès, des colloques, etc. Ceci étant, malheureusement pour nous ici, il y a quand même peu de travaux et de publications donc relatives à la formation professionnelle. Et un autre point que je soulignais, c'est qu'il y a quand même des choses en formation professionnelle, mais c'est une formation professionnelle dans un secteur particulier, c'est celui des forces de l'armement aux États-Unis qui sont très présentes dans les publications telles qu'on peut les voir au niveau universitaire. Alors, je vais passer rapidement, mais à quand même une première génération d'applications qui sont reconnus sous le vocable tuteur intelligent, pas pour vous embêter avec, parce que ça commence à être très vieux, c'est un peu dinosaure, mais parce qu'il y a des choses à en retenir. Moyennant quoi, l'ouvrage là dont j'ai copié la page de garde est un ouvrage récent, 5-6 ans je pense, je connais bien la collègue, la Beverly, qui a écrit ça, et donc elle continue, et elle n'est pas la seule à travailler sur ce secteur-là. Alors, IA et formation, ben oui, 40 ans déjà, parce que vous voyez les années telles que je vous les ai mises là. Il y a des gens qui ont fait des tuteurs. Alors, à l'époque, c'était juste un écran et un apprenant et rien d'autre. Mais on a travaillé sur des sujets différents. J'ai mis en bleu ce qui était général. Le premier, c'était sur la géographie en Amérique du Sud. C'est le truc qu'on cite partout. Et l'intérêt, c'est de se dire, alors je crois que les collègues en ont parlé ce matin dans leurs exposés, déjà à l'époque, et puis ça continue aujourd'hui, parce que c'est pas un point de blocage, c'est un point qu'on ne pourra pas éviter. Il faut représenter les domaines, et là, on avait commencé, donc 73, ça commence à être vieux, à représenter le domaine de la géographie par des réseaux sémantiques. Et puis, autre chose dont on a parlé, c'est les bases du calcul et des mathématiques, avec un logiciel qui est aussi beaucoup cité sur l'apprentissage des retenues dans la soustraction. Et là, ce qu'on peut noter, c'est que les gens avaient compris qu'il fallait non seulement coder les connaissances pour faire des soustractions, mais aussi les erreurs classiques des élèves, de façon à pouvoir les aider au fur et à mesure. Et là, je crois avoir bien compris qu'on était dans la personnalisation, parce qu'on aide l'élève quand il accomplit sa tâche. Voilà. Et puis, il y avait déjà aussi des soucis de formation professionnelle. L'un, Sophie, sur le dépannage des circuits électroniques, et l'autre, Proust, ça m'amuse de le citer, parce que déjà à l'époque, tiens, ça vous rappelle rien, on manque de programmeurs, on manque de gens qui savent coder, vous avez entendu ça quelque part récemment. Et à l'époque, c'est 84, on racontait ça aussi, on commence à programmer, on manque de programmeurs, et alors puisqu'on manque de programmeurs, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un tuteur pour les former. Et donc, il y a mais notamment celui-là, des tuteurs qui ont été commercialisés, notamment aux États-Unis, mais aussi plus largement, pour essayer de former des programmeurs. Alors, il faut se rappeler que le tuteur intelligent avait un objectif bien précis, qui était d'imiter, on va dire comme ça, le comportement d'un humain sur deux capacités. La capacité d'expert pédagogue, c'est-à-dire comment aider l'apprenant, et puis la capacité d'expert du domaine. Moi, je sais faire des problèmes de maths, ou bien moi, je connais la géographie de l'Amérique du Sud, ou bien moi, je sais vous former, je sais comment on fait dans des négociations commerciales, etc. Ça nous a laissé quoi? Ça nous a laissé plein de prototypes, certes, mais bon, vu les technologies de l'époque, on ne peut plus en faire grand-chose.
Il faut être honnête et dire qu'on n'a pas eu de passage à l'échelle, peu de passage à l'échelle. Et quand je parle de passage à l'échelle, je voudrais parler de produits qui ont quitté complètement leur concepteur, qui ont été repris au point d'en faire du commerce et du business de bonne qualité par des sociétés. Et ça, on ne trouve pas beaucoup, même s'il y a eu des tentatives aux États-Unis et s'il y a un certain nombre de petites sociétés qui vivent bien de ça, ça reste quand même, pour l'instant, des marchés de niche. On en a parlé un petit peu aussi tout à l'heure. Je voudrais juste quand même partager avec vous 3 composants qui sortent de ces systèmes-là et qui sont incontournables. L'un concerne le domaine, l'autre la pédagogie et le troisième, pas complètement négligeable, l'élève. Le domaine. Eh bien, le domaine, ça reste un point qu'il faut modéliser et ça reste un point difficile parce que c'est long et difficile à faire. Et si on veut aider les gens à résoudre des problèmes, autrement qu'en enregistrant des solutions toutes faites, c'est un passage obligé. Ceci étant, c'était un objectif dès le début et un des plus des logiciels qui ont une modélisation du domaine, c'est justement qu'ils savent résoudre les exercices et qu'on est sorti de la contrainte des exercices préenregistrés, des solutions préenregistrées. On a un champ de compétences du système et puis dans ce champ de compétences, et à condition de respecter le formalisme, il y a quand même pas mal de contraintes, eh bien le système saura résoudre l'exercice ou la tâche. Et puis, s'il sait la résoudre, eh bien, il a suivi un certain parcours pour la résoudre et à ce moment-là, pourra essayer d'aider l'apprenant étape par étape, à condition que le système travaille comme on attend la résolution de l'apprenant, ce qui n'est pas gagné a priori. On peut très bien avoir des systèmes d'intelligence artificielle qui travaillent très très bien, qui résolvent très très bien les tâches qu'on leur propose, mais c'est pas comme ça qu'on a envie d'enseigner les choses au niveau de l'apprenant et à ce moment-là, ça n'ira pas. Alors, modéliser le domaine, eh bien, c'est complexe, mais ça dépend beaucoup du domaine. J'ai mis 2 petites illustrations pour illustrer 2 domaines que je considère comme assez différents. L'un, c'est un tableur. Alors, si vous formez les gens à l'utilisation d'un tableur, vous avez un certain nombre de concepts et un certain nombre d'exercices passage obligé. Mais ma petite tour Eiffel, eh bien, c'est pour former les guides touristiques de la ville de Paris. Et alors là, c'est aussi une formation. Simplement, vous avez compris que la modélisation du domaine, ça va être complètement autre chose. C'est pas numérisé a priori, alors que le tableur, c'est déjà numérique et ça va être plus facile pour récupérer des traces, par exemple. Voilà, donc le domaine, ça reste vrai, c'était vrai il y a 40 ans, ça reste vrai aujourd'hui, et en particulier dans l'exposé du collègue du CNED tout à l'heure, eh bien, on a cette question de modéliser le domaine. On va pouvoir s'aider un petit peu d'analyse pas forcément de traces, mais de documents, mais quand même, ça restera une tâche complexe. Ensuite, de quoi ? Si on veut adapter un petit peu à l'apprenant, il faut qu'on sache des choses sur lui. Le terme consacré, c'est modèle de l'apprenant. Je ne l'ai pas utilisé parce que ça fait sauter en l'air nos collègues psychologues. On ne prétend pas, quand on fait des systèmes informatiques, on ne prétend pas modéliser les gens. On a simplement besoin d'un certain nombre d'indicateurs sur eux pour pouvoir s'en servir. Ces indicateurs, il y en a qui sont statiques, c'est ce qu'on a classiquement dans les formations, dans les fichiers d'université, l'âge, le suivi, les diplômes, les compétences, etc. Et puis, il y a des informations qui vont être dynamiques, et c'est celles qu'on va vouloir glaner au niveau du système. Il y a la progression dans l'unité, il y a les concepts qu'on estime acquis en analysant un petit peu les activités qui ont été faites complètement ou partiellement. Il y a aujourd'hui quelque chose qui amène beaucoup de bruit et qui pourtant est vital, c'est toutes les activités collaboratives. Aujourd'hui, on n'apprend plus tout seul. Mais donc le système va retirer des informations avec qui vous travaillez, quel est le niveau des gens avec qui vous travaillez, dans quel groupe vous vous insérez, etc. Tout ça, ça va pouvoir être utilisé. Et puis, alors des choses encore parfois un peu plus compliquées à récupérer, mais qui font partie aussi de ce qu'on utilise et de ce que l'enseignant humain sait très bien utiliser, l'état émotionnel, la charge de travail et puis plein d'autres facteurs extérieurs de l'apprenant. J'ai mis, il y a représenté, c'était vrai aussi pour les connaissances du domaine, dans mon titre j'ai mis acquérir.
parce que dans un certain nombre de systèmes, et vous avez dû subir des systèmes de ce type, j'espère que vous n'en avez pas conçu, on ne sait jamais, mais il y a des systèmes dans lesquels vous avez à remplir un questionnaire dont on ne sort jamais avant de pouvoir entrer enfin sur des choses intéressantes. Et si vous faites ça notamment dans des systèmes un peu libres comme les MOOC, eh bien au deuxième écran, de toute façon, vous avez perdu 95% de vos utilisateurs potentiels. Donc il faut réussir à trouver un équilibre entre des choses qu'on est vraiment obligé de demander et puis le maximum sans le demander. Et je n'oublie pas l'éthique à laquelle je viens de participer. Il faudra quand même dire aux gens ce qu'on sait sur eux, n'est-ce pas? Mais sans trop leur casser les pieds, on va dire, hein, pour être un peu franc. Dernier type de connaissances, eh bien, il y a les décisions pédagogiques, puisqu'on veut modéliser et remplacer au moins partiellement un tuteur. Il va falloir écrire sur quels critères le tuteur prendrait sa décision, sur quels critères il essaierait d'intervenir, et s'il décide d'intervenir, comment il va intervenir. Il va proposer de l'aide, il va proposer une correction, il va proposer des explications. Il y a plein de choix possibles, et on peut fournir au tuteur humain qui est auteur du système, on peut lui fournir un certain cadre pour que ce soit plus facile. On peut aussi, et ça se fait, analyser un certain nombre de séances avec un tuteur humain et des élèves, et puis extraire de ces séances, par apprentissage machine, un certain nombre de règles, en disant, apparemment, quand il se passe ça, ça et ça, le tuteur fait ça, donc on va fabriquer ces règles, et puis on va les soumettre au tuteur en lui disant, est-ce que tu es d'accord pour que j'insère dans le système ces règles-là? Est-ce que ce sont bien celles-là qu'il faudrait mettre? Ça allège là aussi un petit peu la charge de travail. Alors, dans les acquis, là je vous ai donné des acquis conceptuels, et puis je vous ai dit il y a quand même un peu des niches, et je voulais m'amuser à vous parler d'une niche, alors une société américaine qui apparemment vit bien. Pourquoi je parle de celle-là? Parce que je connais Lewis Johnson, qui est à la fois un PDG et un universitaire assez haut en couleur. Donc il a fondé une société en 2005 qui s'est spécialisée dans des univers de réalité augmentée qui utilisent deux technologies dont on a parlé. Les unes, c'est des technologies linguistiques, donc utiliser les technologies de langue naturelle, un traitement de la langue naturelle. Et l'autre, c'est des technologies multi-agents. Dans son équipe, quand il était encore à l'Université de Californie, ils ont été dans les premiers à implanter des systèmes d'agents dans des environnements virtuels pour former les gens. Alors, la caractéristique particulière au niveau du business plan de Alelo, c'est que c'est l'entreprise qui travaille pour les trois forces armées américaines et qui a eu tous les marchés de formation durant la guerre en Afghanistan et puis en Irak. Et puis, Pierre, je vais vous expliquer après comment ils évoluent maintenant, parce qu'on change de champ. Donc au niveau du business plan, c'est un peu particulier. Sinon, ils ont des réalisations très intéressantes pour former les gens à s'insérer dans un contexte culturel et linguistique très différent du leur au fur et à mesure. Alors j'ai appris entre-temps, parce que c'est pas tout à fait mon univers, vous avez compris, j'ai appris entre-temps qu'il y avait un énorme turnover, notamment dans l'armée de terre américaine, et qu'ils étaient obligés d'avoir des outils performants de formation au fur et à mesure. Voilà. Alors maintenant, en 2017, on en est où et sur quoi il faut focaliser, à la fois sur les besoins de formation et sur les avancées technologiques. Alors j'ai absolument pas la prétention d'être exhaustive. Là encore, je fais quelques focus et puis je les illustrerai par des techniques d'intelligence artificielle. Un premier point à garder en tête, c'est qu'aujourd'hui, tout est connecté. Bon, ce n'était pas le cas au début, aujourd'hui, tout est connecté. Un deuxième point à garder en tête, pour des raisons diverses, c'est que tout est massif. Alors, il y a des choses, dans le massif, il y a de tout. Il y a les MOOC avec 5 000, 10 000 ou 50 000 inscrits. Il y a les traces d'interaction qui, même si on n'a pas beaucoup d'étudiants, si on les accumule, deviennent vite massives. Et on parle vite de big data. On ne sait pas encore bien comment utiliser finalement ces données pour la formation. Un autre point qui, moi, me frappe, c'est qu'on nous demande, alors c'est vrai à l'université, je crois que c'est vrai aussi en formation continue, on nous demande des séquences courtes. C'est un besoin d'immédiateté, il faut que ça aille très vite.
On nous demande aussi du travail en équipe, de la collaboration, des formations à des compétences transversales. Tout ça, c'est pas tout à fait, j'apprends à faire la soustraction avec des retenues. Hein, petite différence. Et puis, on nous demande évidemment de... Ça va avec l'immédiateté et avec la... Je veux que tout soit efficace très vite. On nous demande de la personnalisation et on est reparti sur... il nous faut savoir quel est le modèle de l'apprenant, il faut savoir quelles sont les compétences qu'on veut acquérir. Un dernier point que j'ai séparé, c'est peut-être un petit peu différent, mais qui moi aussi m'intéresse beaucoup, c'est que dans ce contexte d'immédiateté, de tout change, tout va vite, etc., il me semble qu'on a une continuité, où on a de moins en moins de séparation entre l'acquisition de compétences au cours d'une séquence identifiée formation et puis l'acquisition de compétences au cours de l'expérience qu'on acquiert sur le lieu de travail et qu'il faut qu'on sache bien exploiter ou mieux exploiter peut-être cet aspect-là. Du point de vue technologique, bah évidemment, si on se replace 40 ans en arrière, on a beaucoup évolué. Alors, on a évolué sur les modèles de connaissances et de raisonnement. On a évolué sur tout ce qu'on sait faire par apprentissage automatique. On a évolué sur la façon de modéliser ou d'acquérir des informations sur les gens à partir des données. On a évolué en reconnaissance d'images, de paroles, d'émotions, mais aussi en synthèse d'images. Et là, je retombe sur les environnements de réalité virtuelle et augmentée qui me semblent quand même avoir énormément de potentiel pour mettre les gens dans des situations proches de la réalité, je dirais, hein, des situations d'interaction. On a des objets connectés et on sait un peu fouiller des données massives. Alors avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire en formation ? Vous aurez compris, je crois, à l'issue de ces 2 journées, qu'on n'a pas de synthèse à proposer, et donc je vais vous proposer des exemples. Un premier exemple, j'en termine, rassurez-vous, je vais arrêter après sur l'armée américaine, mais notre petite société, la Alelo, qui vit très bien sa vie en Californie, comme elle avait moins de marché au niveau des théâtres, de certains théâtres opérationnels, et qu'elle doit probablement être dans les bons circuits, eh bien, elle a attrapé tout le marché des formations en langue étrangère de l'OTAN. Je pense que ça va être intéressant comme marché. Vous avez compris que la langue pivot, c'était l'anglais. Alors, peut-être que si on veut faire en français, ça va être un peu compliqué. Mais bref, eux, ils ont attrapé l'anglais pivot de toutes les autres langues. Parce que chaque fois qu'il y a un contingent d'un pays, alors que ce soit les Polonais, les Thaïs, les Ougandais ou je ne sais pas, qui vont être dans contingent opérationnel dans un contingent de l'OTAN, eh bien, il faut former correctement ces gens-là à l'interaction entre leur langue maternelle et la langue anglaise pour qu'ils puissent être un petit peu opérationnels sur le terrain. Donc je pense que c'est un bon marché, il n'y a pas de souci. Aux États-Unis, ils ont une culture de la collecte des données sans demander l'autorisation aux gens qui posent aucun problème. On n'a pas cette culture-là en Europe, je m'en réjouis, mais bon. Et donc, ça fait plusieurs années que maintenant, qu'ils collectent énormément de données et qui se sont fait par apprentissage machine des super modèles d'erreurs. Alors les erreurs classiques, des petits soldats français quand ils apprennent l'anglais, mais aussi, pareil, des Polonais, des Italiens et des autres. Et ils ont élaboré des modèles très puissants d'erreurs et ils ont donc des systèmes qui sont très très opérationnels de formation en langue étrangère. Ils ont aussi évolué sur la technologie et donc ils vendent plus le CD-ROM d'il y a 20 ans pour travailler. Ils ont un service qui est disponible sur le cloud, on achète le service quand on en a besoin, voilà. Donc ça, c'est un exemple. Les technologies utilisées, eh bien, ça reste à la fois du traitement automatique de langue et puis des techniques de machine learning associées aux deux, avec la possibilité donc d'élaborer automatiquement des modèles et de les perfectionner au fur et à mesure. C'est un système qui est auto-apprenant et qui, plus on lui en donne, plus il se perfectionne. Après, toujours dans le massif, mais ce sont les posts sur les forums là qui sont massifs. J'aime bien l'exemple du cours de Georgia Tech. Et alors, j'ai une compagne pour le tome de tout à l'heure. Au CNED, vous avez un tome, c'est ça. Je ne sais plus où est passé le collègue. Voilà. Donc, je vous propose Jill, que vous connaissez sans doute.
Et Jill, c'est l'assistante du cours d'intelligence artificielle de Georgia Tech. Alors l'histoire de Georgia Tech, elle est intéressante parce que c'est classique. C'est un cours créé en 2014, ou du moins mis à jour. Il y a 2 sessions par an. Il y a 300 étudiants, c'est pas vraiment massif, hein, c'est pas 5000 ou 10 000. Par contre, ils accumulent, c'est un cours qui est entièrement en ligne, ils accumulent les postes dans le forum, et là, ils commencent à en avoir 40 000. À partir de ça, on peut travailler un petit peu. Et l'idée, c'est, attendez, les étudiants, ils posent toujours les mêmes questions d'un semestre sur l'autre. Il y en a marre de perdre du temps à répondre toujours aux mêmes questions. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va donner à un robot logiciel les questions qui sont un peu toujours les mêmes. Et nous, on va se concentrer sur les questions importantes, l'étudiant qui a une bonne idée pour un projet et à qui on peut consacrer du temps. Et l'idée, c'était d'avoir à peu près 40% de l'ensemble des questions qui soient traitées par le logiciel et laisser les 8 assistants s'occuper des 60% de questions, soit trop difficiles à comprendre par le logiciel, on a vu que ça arrivait, soit plus intéressantes. Et donc ils se sont lancés, c'est un cours d'intelligence artificielle dont l'équipe est spécialisée en intelligence artificielle, ils avaient quand même les connaissances pour faire ça. Le sujet, c'était l'intelligence artificielle, donc ils n'avaient pas de problème pour modéliser le domaine. Et mais soyez moyennant quoi, ils n'ont pas réécrit du logiciel, ils l'ont perfectionné, ils ont pris carrément l'API d'IBM, le Watson, pour ceux qui en ont certainement entendu parler, et puis ils se sont mis à rajouter les modules qui étaient nécessaires. Alors ceux qui ont entendu ma question ce matin, ma question c'était comment vous faites quand qu'il vient des nouvelles questions ou des nouveaux domaines. En fait, eux, ils ont travaillé en faisant travailler leur robot en interne avant de le lâcher devant les étudiants. Et chaque fois qu'ils rajoutaient quelque chose ou qu'ils rajoutaient une compétence, je dirais, au robot, ils testaient ça pendant un bon moment sur leur version interne. Et lorsqu'ils étaient satisfaits des réponses de Jill, eh bien, on mettait en service sur la partie externe. Et en fin d'année, il est tradition dans ce cours qu'évidemment le professeur et les assistants se présentent ou font une séance en présentiel avec les étudiants. Et les étudiants ont été surpris de voir que Jill, je vous présente sa photo synthétisée, vous l'avez là devant les yeux, Jill est un robot logiciel. Et si on veut parler un petit peu technique, vous avez peut-être entendu parler aussi de ce qu'on appelle un des tests de Turing. On dit qu'un logiciel a passé le test de Turing si quelqu'un l'a utilisé et n'a pas su distinguer si derrière ce logiciel ou derrière l'écran, il y avait un humain ou une machine. Et bien là, on a fait la preuve que les étudiants ont travaillé tout le semestre avec Jill sans se douter que c'était un robot. Autre exemple, qui est ancien aussi, c'était une détection de similarité dans une entreprise. Ça a été fait au Canada et c'était une demande d'une entreprise à une équipe de recherche universitaire. Donc Peer Help, l'aide par les pairs, ça a été utilisé ensuite à l'université. Mais l'idée était, quelqu'un a une difficulté dans l'exécution d'une tâche et il faut que le système le mette en relation le plus vite possible avec là ou les personnes qui, dans l'entreprise, sont susceptibles de lui apporter la meilleure aide. Qu'est-ce qu'on fait quand on veut mettre en œuvre ce genre de technique qui s'apparente à une technique dite à base de cas et à un travail sur des mesures de similarité entre le problème qui se pose maintenant et son environnement, qui pose la question, à quel moment, etc. Et puis des cas qui se sont déjà posés dans le passé, dans l'entreprise. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait ? On a une base de cas. On modélise ces cas. On modélise aussi l'ensemble des gens dans l'entreprise. Quelles sont leurs compétences d'une part, quelles sont leurs responsabilités, les tâches qu'ils effectuent actuellement, mais surtout, quelle a été leur capacité d'aide vis-à-vis de leurs collègues dans la mise en œuvre de ce système. Alors avec le danger, vous le voyez venir, que plus vous aidez les gens, plus vous allez être sollicité parce que comme vous êtes bon, on va aller vous chercher. Mais c'est quand même intéressant. Donc on a la base de cas, le profil des gens qui posent des questions et le profil des gens qui répondent aux questions. Et puis on peut travailler. Alors ça, c'était relativement ancien. Moi, j'ai retravaillé là-dessus il n'y a pas longtemps, il y a 4-5 ans, en complétant ce type de système. C'était pour aider les apprenants à chercher les bons documents. Quand on avait fini avec les documents, en gros, qu'ils n'avaient pas trouvé dans les documents, puis qu'en gros, ils avaient besoin d'entrer en contact avec un humain, eh bien, on leur proposait, à la
avec de la géolocalisation, hein, les gens qui avaient laissé leur téléphone portable là, pour savoir où ils étaient. Et puis, les gens qui sont sur les réseaux sociaux, les gens qui sont en train de chatter, d'envoyer des tweets, d'être sur Facebook, etc., on leur permettait de trouver quelqu'un qui avait déjà résolu des problèmes à la logoleur et qui était peut-être à la bibliothèque à côté, là ça se voyait avec la géolocalisation, ou qui était en train d'envoyer des tweets et à partir de là, il n'est pas très concentré parce qu'il il envoie des tweets, donc tu peux essayer de le déranger, il ne doit pas être dans une réunion si importante que ça. Voilà, donc on peut continuer à faire du travail de ce type-là. Alors ça, c'est un petit coup de chapeau à mes collègues lorrains. Ils sont là, mes collègues lorrains. Oui, voilà, vous avez vu Léo Fourneau. Parce que, pour le coup, c'est un système sur lequel j'ai travaillé. Et là, c'est bien l'illustration de la jonction entre l'expérience acquise. Là, c'était de l'expérience en défectologie métallurgique. Alors, je crains qu'il n'y ait plus trop de formation à faire sur ce sujet en France, hein, je vous l'accorde. Mais bon, on fait encore de la métallurgie dans le monde. Donc il y avait une base de cas, enfin il y avait des fiches cartonnées à l'époque, mais bref, on a fait une base de cas des défauts qui avaient déjà été enregistrés en défectologie métallurgique. Alors c'est compliqué de faire des aciers, hein. Il y a des données chimiques, il y a des données d'environnement, il y a des données de contraintes du client, il y a plein de choses. Et puis l'idée qu'on nous avait fournie à nous quand on nous a posé le problème, c'est, vous savez, on peut faire des bêtises une fois, mais pas deux. Parce que faire des défauts dans une fabrication d'acier, on n'arrête pas le Haut-Fourneau, hein, il continue à cracher son acier, et tant que l'erreur n'est pas réparée, l'acier va à la poubelle. Donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Et l'idée, ça a été après, quand il arrive des jeunes ingénieurs, toute cette expérience, ils ne l'ont pas. Donc, on peut leur faire un système à base de cas qui, lorsqu'ils vont imaginer une nouvelle fabrication d'acier pour un nouveau client, ils pourraient aller regarder s'il s'est passé des choses similaires dans le passé et si, par hasard, dans ces fabrications, ils n'ont pas eu des ennuis. Et si oui, on va peut-être regarder si on se trouve dans des situations très proches ou pas très proches. Et puis, puisqu'on a ça, c'est plus très difficile de faire carrément un système de formation où on va venir avec des problèmes et pas avec la commande d'un client. Et puis, on va essayer de résoudre son problème en s'aidant du système à base de cas. Et là, le système a été mis en œuvre alors il s'appelait Solax Acilor à l'époque, je ne sais plus. Et puis après à l'IRSID. Et puis aujourd'hui, je pense qu'il est mort. Mais bref, l'idée reste. Et si on n'est pas dans l'industrie métallurgique, on peut faire ça dans l'industrie chimique ou pharmaceutique. Je veux dire, on a les mêmes possibilités. Dernier point, avec des modèles plus sophistiqués, je dirais. Alors tout à l'heure, on a parlé d'un autre projet ANR, où il y a d'ailleurs des gens en commun. On a parlé du projet Hubble. Alors moi, je vous parle du projet McCoy, qui consiste à former les gens à prendre des décisions en situation critique. Alors, c'est des projets qui ont été élaborés pour les sites Céveso et autres formations de ce type. Et de façon plus précise, ils sont en train d'élaborer des scénarios de dilemme pour la formation. Alors le dilemme, vous savez, c'est une situation dans laquelle de toute façon il n'y a pas de bonne solution. On va faire des dégâts. Mais quelle décision on va prendre en fonction de... Voilà. Donc l'idée, c'est de former un petit peu les gens à se trouver dans des situations qui, malheureusement, risquent de leur arriver dans leur situation professionnelle. Il y a tout un environnement de réalité virtuelle, mais si vous avez un environnement dynamique et que vous voulez penser à l'avance une situation de dilemme, elle va être artificielle, votre situation. Donc l'idée, c'est d'avoir un système qui la crée automatiquement en utilisant la situation telle qu'elle est au fur et à mesure que la simulation et que le système se déroule. Et qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On revient à une modélisation très fine du domaine et on arrive à des modélisations mathématiques qui sont... J'ai deux situations qui sont opposées et comment est-ce que je les calcule ? Donc il y a toute une équipe. Alors l'équipe de Dominique Lourdeau, elle est à l'UTC là, à Compiègne, et ils ont travaillé depuis des années sur ces domaines-là. Ce que je regrette avec mon petit drapeau, mon petit cocorico, c'est que les doctorants de Dominique trouvent d'excellents emplois aux États-Unis. J'aimerais bien qu'on en garde quelques-uns un peu dans la recherche française des fois, mais bon, c'est une autre question. Alors, avec ça, je vous ai donné quelques exemples de choses qui soit étaient déjà relativement anciennes, soit qui se construisent, mais qui se construisent encore dans des prototypes et peut-être pas encore tout à fait au niveau de l'utilisation quotidienne.
Où est-ce qu'on va dans le futur? Alors, il y a les MOOC, mais il y a aussi plein d'autres choses. Je regarde ma pendule, mais ça a l'air d'aller. Ça va. Si on se pose juste la question, comment je mets aujourd'hui en œuvre l'intelligence artificielle en formation professionnelle ou formation tout au long de la vie? Là encore, j'étais super contente. Je trouve en 2017 un article de synthèse à la conférence ECTEL sur les Learning Analytics en formation professionnelle. C'est génial, c'est ce qu'il me fallait. Sauf que quand j'ai eu fini de lire l'article, ma conclusion, vous l'avez vu, je l'ai mise en rouge, c'est un peu que tout reste à faire. Parce que on n'a pas de recul aujourd'hui, il faut être honnête, sur l'utilisation des Learning Analytics en formation professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, mais ça veut dire qu'il faut avancer tout doucement. On a des développements à grande échelle quand même. Je vous l'ai montré en langue, et c'est vrai, il y a quand même beaucoup de choses qui se font, et c'est commercialisé. On en a dans un secteur qui a demandé beaucoup de travail. Vous connaissez tous Open Classroom et d'autres sociétés de ce type. Donc on en a en codage informatique. C'est un cas particulier parce qu'on apprend des compétences qui sont numériques et numérisées et numérisables. Donc il y a beaucoup de formations bureautiques, informatiques qui sont quand même des cas qu'on ne peut pas tout à fait comparer à la formation de ma guide touristique là, pour Paris ou bien des cas de négociation commerciale. Mais on a aussi beaucoup de choses dans le domaine de la négociation commerciale. Donc je ne veux pas dire non plus qu'il n'y a rien qui soit diffusé, mais il reste encore beaucoup de choses à faire. Alors j'ai mis une liste de chantiers dans la colonne de droite parce qu'il y a des points qu'on n'a pas beaucoup abordés qui me semblent importants. Il y a automatiser l'évaluation. Je crois que les techniques intelligence artificielle ne sont pas assez utilisées dans ce domaine-là, qu'on peut faire des choses. Alors c'est vrai que c'est sensible au moment où on décerne le grade, le diplôme, la compétence, je ne sais pas. Mais même si on laisse ce point sensible de côté, il y a toute l'auto-évaluation et la préparation à l'évaluation dans laquelle on doit pouvoir faire des choses, en utilisant notamment la capacité de résolution de problèmes. Alors, il y a des petits produits qui existent déjà, mais ce n'est pas suffisant. Il y a aussi tout un point qu'apparemment vous avez bien évoqué, qui est celui des tableaux de bord et des suggestions à l'enseignant, mais avec la suggestion qui était faite par Sylvaine Roy, il faut former les gens à les utiliser. C'est une chose de se dire on peut développer des produits, on n'est pas habitué à travailler avec ça, donc là il y a tout un chantier à ouvrir. Alors je promets que j'ai pas copié, j'avais un transparent sur les questions éthiques et organisationnelles qui rejoignent tout à fait, donc je vais pas refaire l'atelier, tout à fait les préoccupations qui ont été évoquées. Si on veut de l'intelligence artificielle, il nous faut des données. Si on veut utiliser des données, il faut faire attention à ce qu'on en fait, à comment on les utilise, à qui elles appartiennent, etc. J'avais noté droit à l'oubli, mais ça fait partie des choses qui se disent de ce côté-là. Donc je ne vais pas trop développer puisque ça a été fait. Ça, c'est la question éthique, c'était à gauche. La question qui est à droite, c'est la question organisationnelle. Et la question organisationnelle, elle risque de nous bloquer. Trouver 10 ingénieurs en intelligence artificielle qui vous font un bon système, je vais trouver. Trouver 10 organisations qui veulent se mettre d'accord, qui veulent se mettre autour de la table et qui veulent se mettre d'accord pour nous faire des modèles interopérables de connaissances, des modèles interopérables de formation. Là, je sais, d'abord, c'est pas moi qui vais les mettre autour de la table, et ensuite, à mon avis, ça peut être plus long. Et en plus, au niveau national, ça peut être compliqué, mais au niveau international, je ne vous dis pas. Au niveau européen, ça va être long. Et puis, alors, si on doit aller voir les Américains, là, c'est pas leur culture, donc faut pas essayer. Ça va être très compliqué. Donc, il ne faut pas sous-estimer ces difficultés opérationnelles et si elles ne sont pas résolues à un moment ou à un autre, eh bien, la machine informatique n'apportera pas à la formation ce qu'elle peut lui apporter. J'ai indiqué là aussi les niveaux de granularité. C'est aussi une question qui a été posée ce matin. Parce que, en gros, l'idée, c'est qu'on a besoin de plusieurs niveaux de granularité. Quand vous êtes à la petite addition, la retenue de l'addition, c'est un niveau de granularité très fin. On en a besoin quand on enseigne ça. Après, on laisse tomber. Après, au niveau des compétences,
Je parlais d'immédiateté. Si vous voulez travailler sur une toute petite section, vous allez être obligé de modéliser vos compétences de façon relativement fine. Et alors, plus c'est fin, plus c'est compliqué de se mettre d'accord, hein. Donc, il va falloir trouver des compromis entre les deux. Et puis, alors moi, je reste avec l'idée, j'ai une expérience en Lorraine du livret de compétences personnelles de l'apprenant, donc je reste avec un petit peu ça en tête. Je prétends que les compétences, c'est l'apprenant qui les garde, puis ses traces, j'aimerais bien qu'il les garde aussi, d'ailleurs, tant qu'on y est. Mais il faut mettre à jour. Et comment est-ce qu'on met à jour ce genre de choses ? Il va bien falloir que j'autorise peut-être la communication entre mon livret à moi et puis les différents systèmes dans lesquels je travaille, et tout ça avec toute la sécurité et la cryptographie et tout ce que vous voulez que je peux mettre dedans. C'est des sacrés chantiers, à mon avis, qu'on n'a pas fini.